Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 mars 2020 pour le 181e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur la situation militaire et diplomatique, mais aussi sur le procès du MH17 qui vient de s'ouvrir cette semaine aux Pays-Bas. Sur le plan militaire, du 7 au 13 mars 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 102 reprises, donc un peu moins que la semaine passée. Mais les soldats ukrainiens sont rattrapés sur le nombre de munitions, puisqu'ils nous ont tiré quand même 18 obus d'artillerie de 122 mm, 263 obus de mortier de 120 et 82 mm, et si on rajoute tout le reste, on arrive à un total de 877 munitions, soit presque le double de la semaine passée. C'est quand même une hausse assez énorme. Et puis, je pense qu'on est bien parti pour avoir une nouvelle semaine encore pire, puisque durant les dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu 30 fois et tiré 304 munitions contre le territoire de la RPD. Sur ces 304 munitions, on a 10 obus d'artillerie de 122 et 79 obus de mortier de 120 et 82 mm. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que, bien entendu, le bilan est à l'avenant, puisque les tirs de cette semaine en RPD ont blessé 3 soldats plus 1 civil, et 3 civils de plus ont été blessés durant les dernières 24 heures. À Gorlovka, 3 membres d'une même famille, 2 grands-parents et leur petit-fils, qui ont été blessés en périphérie de Gorlovka. Donc c'est vraiment une catastrophe. Au niveau habitation, 19 habitations endommagées cette semaine en RPD, plus 8 durant les dernières 24 heures, principalement donc en périphérie de Gorlovka. Je vous montrerai quelques photos comme ça vite fait des dégâts qui ont été faits hier, donc c'est la folie. Côté ukrainien, cette semaine, les pertes hors combat sont de 8 morts et 21 blessés, c'est juste stratosphérique. Et je parle bien que de pertes hors combat, c'est-à-dire les mecs qui roulent sur leur propre mine, qui boivent de l'alcool frelaté, qui se battent entre eux, ce genre de trucs, voilà. Donc je vous raconte même pas si on rajoute les pertes lors de combat. En tout cas, au niveau armes lourdes, violation des accords de Minsk, l'armée ukrainienne continue de placer des pièces d'équipement militaire près du front et entre autres près d'habitations et d'infrastructures civiles en violation et des accords de Minsk et de la Convention de Genève. Ont été détectés par les services de renseignement de l'RPD 19 pièces d'équipement militaire, à savoir 6 véhicules blindés, 6 véhicules de combat d'infanterie, 5 véhicules de transport de troupes blindées, un système antiaérien OSA et un système antiaérien Zhushka, un Zhushka 23, j'en reparlerai un petit peu après. Et puis bien sûr, pour cacher la présence de tout ça en violation des accords de Minsk, l'armée ukrainienne a intensifié de nouveau le brouillage des signaux des drones de l'OSCE. Je vais vous montrer une petite carte qui montre que c'est reparti comme en 40, quoi. Voilà. Il recommence à brouiller massivement, on a beaucoup plus de localités concernées par rapport aux semaines précédentes. Et puis, comme je le disais, la tendance qu'on avait observée déjà il y a quelques semaines en arrière, depuis le début de l'année 2020, se poursuit, donc une tendance vers l'escalade militaire, avec un nombre de violations du cessez-le-feu et de munitions tirées par l'armée ukrainienne qui ne cesse d'augmenter. Malgré l'appel de la RPD auprès de l'OSCE et des pays garants des accords de Minsk début de ce mois-ci, après que l'artillerie de 122 mm ait de nouveau été utilisée par l'armée ukrainienne, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, la situation continue de se dégrader. Comme je le disais, là, cette semaine, il y a eu un civil qui a été blessé, c'était à Zaïtsevo, le monsieur s'est pris une balle de sniper dans l'abdomen. Je voudrais que vous m'expliquiez comment un sniper ukrainien il va confondre un vieux monsieur avec un soldat. C'est... voilà. Crime de guerre, quoi, je veux dire. C'est comme les tirs aux missiles anti-chars sur des minibus. Je vais vous montrer un petit graphique de l'évolution de la situation depuis le début de l'année. On voit que l'aggravation est quand même très très nette. Donc vous avez sur ce graphique la première ligne, ce sont donc les violations du cessez-le-feu de semaine en semaine. Je vous ai mis ça par semaine pour que ce soit un peu plus lisible. Vous avez après les munitions de gros calibre et en dernier les munitions, donc le total, le chiffre total, petit et gros calibre. Donc vous voyez clairement qu'on voit une tendance à la hausse, même s'il y a des fois des petites descentes, des petites diminutions, ça repart derrière. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Hier, l'armée ukrainienne s'est acharnée contre la station de pompage de Vassilievka. Ils ont tiré entre autres 100 munitions du fameux système de défense antiaérien Zhushka 23 dont je vous parlais précédemment.
Les employés de la station ont dû trouver refuge dans les abris anti-bombardement. Heureusement, aucun n'a été blessé. Le petit truc, c'est qu'en fait, hier, le coordinateur de l'OSCE au sein du groupe de contact économique à Minsk, Ulrich Brandebourg, devait visiter la station de pompage, justement. Voilà. Donc, il y avait eu des garanties de sécurité qui avaient été négociées. La partie ukrainienne était au courant de cette visite. Voilà. Et donc là, ils ont délibérément tiré vers la station au moment où les véhicules de l'OSCE et de la représentation de l'RPD au sein du CCCC sont arrivés à proximité de la station de pompage, empêchant la visite d'avoir lieu, bien entendu. Voilà. Non, mais tout va bien. Et puis, hier, il y a eu des tirs aussi de mortier de 82 mm sur Zaïtsevo. Il y a eu une maison endommagée là-bas. La situation s'est dégradée aussi à Petrovskoye, donc dans l'une, je rappelle, des 3 premières zones pilotes de retrait des troupes. Depuis que l'armée ukrainienne est revenue sur ses positions le 6 mars, j'en avais déjà parlé, forcément, les tirs enregistrés dans cette zone reprennent. Donc on avait eu déjà des tirs le 10, puis là, on en a eu de nouveau hier, 7h25. Voilà, ils ont tiré aux armes légères et à la mitrailleuse lourde vers Petrovskoye. Et on n'a toujours pas fini de négocier les 3 prochaines zones pilotes. Voilà. On en tient peut-être 2 sur 3 au niveau localisation, mais on n'a pas encore finalisé l'accord. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je rappelle, le désengagement sur ces 3 nouvelles zones pilotes devait être mené d'ici 15 jours. Voilà. Tout va bien. Et puis on va parler forcément diplomatie, puisque pendant que la situation militaire continue de se détériorer, on a une avancée diplomatique qui semble se dessiner. Enfin, je reste très prudemment optimiste. Lors de la réunion des groupes de contact à Minsk le 11 mars, un document assez important a été signé par l'Ukraine, la Russie, l'OSCE, la RPD et la RPL. C'est un protocole que le site zn.ua a publié sur son site, donc c'est pour ça que vous voyez leur logo sur les petits screenshots que je vais vous afficher. Alors ce protocole, il vise à faire quoi ? Il vise à créer un conseil consultatif constitué de représentants ukrainiens et de représentants des 2 républiques populaires, à égalité, 10 pour l'Ukraine, 10 pour la RPD et la RPL, et un représentant par garant. Donc, un représentant par garant des accords de Minsk, à savoir la Russie, l'Allemagne, la France et l'OSCE. Voilà. Ce conseil consultatif devrait être mis en place le 25 mars, une fois que l'OSCE, la France et l'Allemagne auront donné leur feu vert après des consultations bilatérales. Le but étant d'amener les 2 parties du conflit à discuter ensemble de manière directe, sans passer par des intermédiaires. Bon, c'est quand même ce que les groupes de contact à Minsk sont censés faire depuis 5 ans en vain. Donc c'est pour ça que je suis un peu modérément optimiste, parce que j'ai l'impression qu'on réinvente la roue, hein, mais bon. Sa tâche principale va être d'élaborer des propositions pour faire avancer la mise en œuvre, surtout du volet politique des accords de Minsk, c'est-à-dire ce qui pose le plus problème. C'est une initiative qui est issue des négociations entre le chef de l'administration du président ukrainien, Andrei Yermak, et Dmitry Kozak, celui qui remplace Surkov pour la gestion de la question ukrainienne pour le président russe. Voilà. En plus de cet accord sur ce volet politique de la résolution du conflit, d'autres accords ont été conclus lors de la réunion du 11 mars pour mener un nouvel échange de prisonniers et mener le fameux désengagement des troupes. Et Vladimir Poutine a aussi soutenu l'initiative de Viktor Medvedchuk de créer une version parlementaire du format Normandie pour que les députés russes, français et allemands aident à convaincre leurs homologues ukrainiens que c'est dans leur intérêt, que c'est une nécessité d'appliquer les accords de Minsk. En gros, essayer de leur faire piger, il n'y a pas d'alternative, vous allez devoir y passer. Bon, alors sur le papier, ces initiatives semblent indiquer que l'Ukraine pourrait enfin appliquer les accords de Minsk un peu plus sérieusement, mais dans la réalité, je pense que ça va être une autre histoire, parce que déjà rien que la réaction du journaliste de zn.ua qui a publié les copies de cet accord montre que cette initiative pose de sérieux problèmes à l'Ukraine. Alors déjà, pour commencer, ça vient de la composition du conseil consultatif lui-même, qui indique clairement que les 2 parties du conflit, c'est l'Ukraine et les 2 républiques populaires, et que la Russie est officiellement mise dans le groupe des garants avec l'Allemagne, la France et l'OSCE, ce qu'elle est en réalité depuis la signature des premiers accords de Minsk. Donc cet accord acte de manière officielle que la guerre du Donbass est bien un conflit interne à l'Ukraine, une guerre civile, et non pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une position qui a d'ailleurs été tenue par Sergei Sivokho, l'adjoint du secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense ukrainien, lors d'une interview à propos de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Il a dit que malgré le fait que l'Ukraine en avait très très envie, ça se fera pas parce que les pays avec un conflit interne ne peuvent rejoindre l'OTAN. Et blanc dans ta gueule, ça c'est fait. Donc, ces propos, plus le fait que Sivoko était venu présenter l'initiative de réconciliation nationale, ça a provoqué un scandale. Les néo-nazis ukrainiens, entre autres ceux d'Azov et du Corpus National, qui je rappelle sont sous les ordres d'Avakov, s'en sont pris à Sivoko, l'ont insulté, l'ont poussé jusqu'à le faire tomber au sol. Il y a une vidéo qui a été publiée par un média ukrainien qui montre ça, c'est vraiment, enfin, c'est lamentable. Les néo-nazis et leur chef Bilecki en tête ont qualifié Sivoko de séparatiste, de traître, de tout ce qui s'ensuit. Pour un des politologues qui a analysé ce coup d'éclat des néo-nazis, ce serait une démonstration de force d'Avakov pour prouver qu'en plus d'être indéboulonnable, c'est lui qui a réellement le pouvoir dans le pays et non pas Zelensky. Pour Kirill Molchanov, donc si les prochains mois devraient permettre de voir si l'accord de Zelensky pour la constitution de ce conseil consultatif, c'est la preuve d'une réelle volonté de paix ou si c'est juste un moyen de gagner du temps. Je pense que c'est une façon de gagner du temps, personnellement. Et de sauver la face. Je pense que c'est lié au fait que la prochaine réunion format Normandie, je pense que tout le monde a bien compris qu'elle n'aura pas lieu. Hein ? Vu qu'on a progressé sur rien. Et pour moi, le but de Zelensky, ça serait d'obtenir un autre échange de prisonniers pour essayer de faire remonter un petit peu sa cote de popularité, qu'il a s'est cassé la gueule en dessous des 50%. Et de redonner aux garants occidentaux des gages de sa volonté d'appliquer les accords de Minsk. Qu'il n'a pas du tout l'intention de faire. Voilà, parce que là, le fiasco de l'application des décisions de la dernière réunion format Normandie, c'est quand même flagrant. Je veux dire, là, tu peux pas dire le contraire. Je pense malheureusement que c'est juste un nouvel écran de fumée, un coup de com' pour sauver les apparences, pendant que Zelensky continue à vouloir appliquer le scénario chypriote dans le Donbass. D'ailleurs, je rappelle, dans ce plan, l'opposition médiatisée des ultranationalistes et des néo-nazis ukrainiens est un point central de l'opération pour arriver à cet objectif. Zelensky joue le rôle du bon flic, et puis les néo-nazis, celui du méchant flic. Voilà, c'est à peu près ça. D'ailleurs, le fait que ce système risque de mener à un scénario qu'on pourrait qualifier de chypriote a été en fait un peu indirectement souligné par la chroniqueuse de ZN.Watt, Etiana Silina, qui a qualifié la création de ce conseil consultatif d'erreur similaire à celle qu'a commise Chisinau dans le règlement du conflit transnistrien et que les experts avaient appelé Kiev à ne pas répéter. Or, j'appelle ça scénario chypriote, mais le synonyme possible, ça serait scénario transnistrien, parce que c'est là aussi, c'est un conflit gelé de facto, avec la renonciation temporaire à reconquérir un territoire, sans que le fond du problème ait été résolu sur le plan politique. Voilà, c'est le même genre de situation. Donc, je me réjouis de cette initiative, mais je reste très circonspecte. Parce que bon, je me souviens que tout le monde s'était réjoui de la signature de la formule Steinmeier par l'Ukraine, en octobre 2019. Voilà, on est au mois de mars, on n'a toujours rien vu. Ils ont signé les mesures de contrôle additionnel du cessez-le-feu, c'est toujours pas respecté, vous voyez même une escalade militaire. Donc, on voit bien que Kiev applique pas ce qu'il signe. On a un historique, derrière, qui fait que je suis extrêmement dubitative, et que je vais attendre de voir pour croire. Comme saint Thomas. Parce que là, il y a eu trop de fois où on s'est réjoui de signatures, de petites avancées, et où on s'est repris le backlash derrière dans la figure, on s'est pris une claque. Donc voilà, moi je vais attendre avant de crier victoire et de sortir le champagne. Et donc je disais que la grosse information de cette semaine, c'est, en plus de l'escalade militaire, l'ouverture du procès du MH17 aux Pays-Bas. Donc il a commencé lundi, 9 mars. Donc 4 suspects sont sur le banc des accusés, 3 Russes et 1 Ukrainien. Pour moi c'est un procès de la honte, je vais expliquer pourquoi. Nos auditeurs se souviendront que l'année dernière j'avais traduit en français le documentaire MH17 pour que justice soit faite de Yana Yerlachova et de Max van der Werf. Ils se sont pas arrêtés là, ils continuent leur enquête parce que ils voient bien, comme tous ceux qui comme moi étudient ce dossier, que l'enquête officielle est basée sur des trucs pas fiables, il y a des grosses incohérences.
Ils se basent sur des photos et des vidéos qui sont manifestement falsifiées, des discussions sur le contact à propos de faux comptes, les bandes audio du SBU qui sont falsifiées aussi, je vais y revenir, et puis ils rejettent tout ce qui va pas dans l'idée de leur théorie du bouc russe. Donc à un moment, tu peux pas mener une enquête comme ça, faut mener l'enquête à charge et à décharge, tu peux pas juste mener l'enquête à charge avec ton idée de qui est le coupable, sinon tu fais de la merde. Et donc là ils ont continué et je sais pas comment, mais ils ont obtenu des documents venant du JIT, donc l'équipe d'enquête internationale. Donc je les ai appelés les MH17 Leaks, qui leur ont permis d'avancer dans leur enquête, entre autres l'audition via Skype d'un témoin oculaire. Ils ont décidé de vérifier le témoignage, se sont rendus en RPD là, pour interroger ce témoin il y a quelques semaines en arrière. Ce qu'il dit est très intéressant parce que c'est un monsieur qui vient se rajouter à la déjà très longue liste de personnes qui ont déclaré avoir vu des avions de chasse ukrainiens ce jour-là dans le ciel près du MH17 et qui le disent à visage découvert face caméra. Hein, je tiens à préciser parce que vous allez comprendre après pourquoi. Donc ce monsieur s'appelle Alexandre Bozenko. Donc il a clairement déclaré qu'il a vu 2 avions qui allaient dans la même direction derrière le MH17. Vraiment, enfin, il le suivait d'assez près, à quelques secondes. Il a aussi pointé une incohérence d'une des premières écoutes téléphoniques publiées par le SBU, parce que, entre autres, les protagonistes de cette écoute téléphonique te disent qu'un avion se serait écrasé non loin de la mine Petropavlovskaya. Or, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de mine de ce nom-là près de Petropavlovka, qui est effectivement une des zones où les premiers morceaux de l'avion se sont écrasés. Par contre, il y a bien une mine Petropavlovskaya dans la région de Lugansk, à Lysychansk. Et c'est une mine qui est fermée depuis très très longtemps. Il y a maintenant un mémorial à cet endroit parce que c'était la première mine du Donbass. Et en fait, le 14 juillet 2014, 3 jours avant le crash du MH17, je vais vous montrer le screenshot de l'article, la milice populaire de l'RPL avait annoncé avoir abattu un avion de chasse ukrainien dans cette zone. Il y en a un qui s'était écrasé sur Lysychansk. Donc il y a fort à parier que la conversation publiée par le SBU quand la carcasse du MH17 fumait encore concerne en réalité cet avion militaire ukrainien qui s'est écrasé le 14, près de Lysychansk, et pas du tout du Boeing malaisien. Un autre témoin qui est nommé Avensis, donc il est anonyme, qui dit habiter à Krupskoï, près de Torres, a donné une déposition par téléphone où il a dit qu'il a vu un avion de chasse ukrainien tourner autour de la ville quelques minutes avant que le MH17 ne s'écrase. Et il a aussi dit qu'il n'a vu aucun missile être tiré depuis le sol et qu'une des photos présentées comme preuve par le JT qu'un missile Buk avait été tiré, donc c'est une photo où on voit en fait la traînée du Buk comme ça dans le ciel, enfin soi-disant la traînée du Buk. Hein. Donc on voit un truc de fumée blanche et on te dit ça c'est la traînée du Buk. Et il te dit que c'est pas possible, que le ciel était fortement couvert, le soleil n'était plus du tout visible au moment du crash et que donc cette photo ne peut pas avoir été prise le 17. Et il insiste aussi sur le fait que son village est visible sur la photo qui montre la prétendue traînée du Buk. Or si on regarde sur une carte, le village de Krupskoï en réalité c'est une rue de la périphérie de Torres. Alors c'est souvent ça ici, hein, Golmovski, tous ces trucs-là, c'est des endroits qui sont désignés par le nom d'une rue ou d'une mine parfois, mais en fait ça dépend d'une ville un peu plus grande. On appelle ça un village, mais en réalité c'est pas un village, c'est un lieu-dit plutôt. Voilà. Et en fait, si on regarde la carte, en fait, le village est en plein dans l'axe de la trajectoire du missile Buk, si on suit l'hypothèse de l'enquête internationale, d'un missile tiré depuis une zone au sud de Snezhnoye. Donc en fait, si on trace une droite entre la zone de tir annoncée et le dernier point fourni par le transpondeur du MH17, on se rend compte que si un missile Buk avait effectivement suivi cette trajectoire, il y a de bonnes chances quand même que le témoin l'aurait vu passer au-dessus de sa tête. S'il a rien vu de tel alors qu'il a remarqué un avion de chasse et le crash du MH17, c'est qu'il y a quand même un gros souci avec l'hypothèse officielle. Mais c'est pas les seules informations intéressantes de ces documents, ils s'en sont procurés une grande quantité. On a d'autres informations, entre autres, sur ce qui était les infos qui étaient à disposition du JIT et la façon dont elles ont été analysées par l'équipe d'enquête. On a un rapport d'analyse de la police australienne des images fournies comme preuve, je mets des très gros guillemets, qui montre qu'en 2015, un an après le crash, ils en étaient encore à analyser des photos qui n'étaient pas des originaux. Voilà, ils ont analysé 4 photos, aucune des images ne date du 17 juillet 2014, dans les dates système. Plusieurs, on en a 2 qui ont des anomalies de date avec une date de modification antérieure à la date de création de l'image.
Donc ça, il y a quand même un problème quelque part. Face à cet argument soulevé par Bonanza Media avant l'ouverture du procès à La Hague, la procureure néerlandaise a déclaré que c'était simplement dû au fait que les fichiers ont été copiés sur de multiples supports. Sauf que généralement, quand on arrive à ça, quand tu fais ça, la date de modification aussi, elle est du jour où tu as copié sur une clé USB, sur une carte SD, etc. Moi, j'ai jamais vu des trucs comme ça en copiant des fichiers d'un support à un autre. La procureure a aussi balayé d'un revers d'un main toutes les analyses qui montrent que ces photos ont des signes évidents de falsification, en disant que l'Institut national de criminalistique néerlandais ne voyait pas de traces de falsification. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes et d'experts qui ont étudié les photos de très près. Je pense entre autres à Mastepanov, je pense entre autres à d'autres experts qui ont fait des rapports assez complets sur l'analyse des photos extrêmement poussée, la fameuse loi de la perspective qui avait été utilisée par le ministère de la Défense russe, que moi j'ai mis dans l'article. Je vous encourage à aller voir l'article complet, là je vous résume vraiment la situation. Bref, il y a plein de choses, je veux dire, le book qui est plus qu'une bouillie de pixels côté République populaire de Donetsk, alors que tous les books photographiés côté russe, ils sont nets, bien propres, je veux dire, ils sont bien nets, bien propres, tu vois bien tous les détails. Dès qu'ils sont de notre côté, c'est une salade de pixels, tu vois rien du tout, c'est quand même bizarre, voilà. Et alors l'argument de la procureure pour authentifier, là, entre autres la vidéo de Paris Match, qui est celle de ce book posé près du rond-point du motel, c'est que la date et la géolocalisation du fichier qu'ils ont finalement obtenu correspondent à ce qui était attendu. Alors moi, ça m'a fait rigoler, parce que j'ai fait une petite démonstration en vidéo, pareil, vous allez voir, c'est dans l'article, il y a la vidéo incrustée dedans. J'ai testé 2 petits logiciels gratuits, en 5 minutes, j'avais modifié et la date, et j'avais ajouté des coordonnées GPS à une photo. Et ce que vous pouvez faire avec une photo, vous pouvez le faire avec une vidéo, vous pouvez le faire avec de l'audio, vous pouvez le faire avec absolument tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai trafiqué là une photo pour la mettre en date du crash du MH17, alors qu'elle date là de mars 2020. Donc si 1 an après la catastrophe, les différents pays du JIT en étaient encore à analyser des images qui n'étaient pas des originaux, le fait que par après ils aient reçu des images ou des vidéos avec la bonne date et la géolocalisation, ça prouve pas que c'est des originaux fiables, ça prouve juste que ceux qui les ont fournis ont eu largement le temps de tout falsifier. Voilà, y compris les métadonnées. Voilà, c'est irrecevable en tant que preuve, surtout dans une affaire aussi grave. Ces fichiers, il aurait fallu les obtenir immédiatement après le crash du MH17, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi. 1 an après, c'est trop tard. Je veux dire, la falsification potentielle, elle a eu le temps d'avoir lieu. Tu as le temps de trafiquer les fichiers en 1 an, c'est pas possible. Surtout qu'il n'y a pas que les images qui souffrent d'un problème évident de falsification, les écoutes téléphoniques aussi. Ceux qui ont vu le documentaire de l'année dernière, donc de Bonanza Media, se souviendront qu'il y a eu un expert malaisien, expert judiciaire, Akash Rosen, qui avait fait une expertise des fichiers audio de la première conversation qui avait été publiée sur YouTube par le SBU dans les heures qui avaient suivi le crash du MH17, celle qui mentionne justement la fameuse mine Petropavlovskaya qui est en République populaire de Lugansk. Il avait remis un rapport d'analyse complet, officiel, mais cette écoute téléphonique n'a pas été retenue comme preuve par le JIT, ni par le tribunal d'ailleurs. Ils ont botté en touche en fournissant une excuse bidon pour pas devoir admettre qu'en fait c'est parce que le truc est complètement falsifié que c'est irrecevable. Donc Bonanza Media a demandé à Akash Rosen d'analyser d'autres écoutes téléphoniques qui, elles, avaient été retenues par le JIT comme preuve. Le rapport final n'est pas encore fini, mais il y a déjà un rapport intermédiaire qui a été présenté par Max et Yana la semaine dernière, et qui montre clairement qu'il là aussi, il y a des traces indiquant que les fichiers audio ont été trafiqués. Alors la procureure néerlandaise, dans sa mauvaise foi continue, a dit oui, mais non, c'est parce que il a analysé les vidéos publiées sur YouTube par le SBU et le JIT, et que donc forcément les fichiers sont édités, et que une des conversations a été confirmée comme ayant eu lieu par un des protagonistes. Alors les deux arguments sont bidons. Le premier montre déjà que la procureure elle y connaît que dalle, ou alors elle est de mauvaise foi, parce qu'il y a une différence entre juste couper des morceaux pour ne garder que ce qui est intéressant pour le public et falsifier complètement un fichier audio. Parce que le premier rapport d'Akash Rosen montre que par exemple, il n'y a pas juste une édition pour diminuer la longueur du fichier. Il y a des morceaux de phrases venant de différentes conversations qui ont été coupés puis collés ensemble pour reconstituer une nouvelle discussion.
On a des voix ajoutées, on a des trucs bizarroïdes. Ça s'appelle falsifier un fichier. Le deuxième argument, donc, c'est de dire qu'un des protagonistes, Kozitsyn, aurait admis que la conversation a bien eu lieu lors d'une interview. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est l'interprétation qu'en a fait un journaliste qui a interviewé Kozitsyn, lorsque Kozitsyn répète quelque chose qu'il a dit dans la conversation, dont est extrait l'enregistrement audio. Mais à aucun moment, Kozitsyn, il admet qu'il a réellement dit ce qui a été diffusé. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. Si dans une conversation vous dites « je déteste les meubles noirs mais j'aime les gens », vous coupez les mots, vous en gardez que certains, vous les intervertissez et vous obtenez « je déteste les gens noirs », est-ce que la conversation d'origine a bien eu lieu ? Oui. Est-ce que si vous le confirmez, ça veut dire que vous avez tenu les propos racistes issus de ma falsification de la conversation d'origine ? Non. Non, c'est une falsification. Voilà. En plus, le journaliste de Gazeta.ru qui avait fait cette interview racontait que Kozitsyn se vantait qu'on avait une tête nucléaire ou je sais pas quelle connerie. Enfin, bon, là, tu te poses des questions sur le niveau d'authenticité de l'interview, tu vois. Le problème, c'est que dans le cas du MH17, on a déjà vu qu'entre autres la BBC, Reuters avait falsifié des interviews. Donc on peut pas exclure que ça a été le cas ici aussi. Donc ça peut pas être utilisé comme preuve, cette interview papier, c'est n'importe quoi. Le problème en plus, c'est que ces conversations audio manifestement trafiquées servent de confirmation que les images du système book en RPD, manifestement elles aussi falsifiées, seraient vraies, puisque les informations concordent. Bon, de nouveau, ça c'est un argument bidon, parce que si, dans la droite ligne de la conversation falsifiée, que je vous ai donné en exemple, je fais un photomontage de vous avec un panneau disant « je hais les noirs », est-ce que ces deux falsifications se confirment l'une l'autre ? Oui. Est-ce que pour autant elles sont vraies ? Non. C'est juste que je les ai trafiquées exprès pour que ça raconte la même histoire. Voilà, c'est là que vous voyez que c'est basé sur du vent, cette enquête officielle, sur du vent. D'autres documents d'ailleurs éclairent sur la façon dont l'enquête a été menée, c'est assez édifiant. On a les minutes d'une réunion entre les membres de l'équipe d'enquête qui montrent qu'en février 2016, un an et demi après la catastrophe, le JIT n'avait toujours pas reçu d'infos de la part des États-Unis, alors que je rappelle qu'ils ont clamé dès le départ qu'ils avaient des images satellites et que tu voyais tout, etc. Plus tard, Fred Westerbeke, le procureur en chef du JIT, avait déclaré qu'un officier néerlandais assermenté avait pu voir le rapport américain issu de l'analyse des images satellites, mais pas les images satellites elles-mêmes. Voilà, c'est plutôt bizarre. Moi, c'est pas fiable, ça. Tu peux pas te baser sur le rapport que les États-Unis écrivent sur base de leurs images satellites. Soit tu vois l'image satellite originale, et là, oui, c'est une preuve, mais le rapport pondu par un pays qui est en pleine crise de russophobie aiguë, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Ça, c'est du oui-dire. Ça s'appelle du oui-dire. Voilà. Lors d'une autre réunion en janvier 2018, alors là, on a atteint des summums au niveau propos délirants. Déjà, dans cette réunion, il n'y a pas de représentant malaisien, ce qui semble indiquer que ce que disait le Premier ministre malaisien l'an passé, comme quoi ils étaient quand même tenus à l'écart d'un certain nombre de choses de l'enquête, est assez vrai. Entre autres, on a eu un bon délire d'une des membres de l'équipe du procureur néerlandais, Anne, qui déclare que les milices populaires n'avaient de toute façon pas le droit d'abattre un avion, fût-il militaire, parce que la milice populaire, c'est pas une armée régulière dans un conflit international. Cette procureure a une conception fascinante du droit, parce que pour elle, en gros, les habitants du Donbass auraient dû se laisser assassiner par l'armée ukrainienne, sans réagir, sans chercher à se défendre. Est-ce que cette dame est au courant que toute personne a le droit à la vie et à défendre cette dernière et celle de ses proches ? Non, parce que moi je trouve ça quand même flippant de lire des conneries pareilles de la part d'une procureure. Après, ils ont discuté des témoins, les façons de les amener de leur côté. Alors là, on a eu droit à un nouveau numéro de délire légal, avec toujours la même, Anne et puis une autre là, qui ont mis en avant la possibilité de violer la souveraineté russe en contactant des témoins résidant en Russie sans en avertir les autorités du pays. Personne n'a rien trouvé à y redire, c'est magnifique. Ces gens-là glosent dans les médias et pendant le tribunal sur la prétendue ingérence russe partout dans le monde, mais là, dans une réunion, violer la souveraineté russe pour interroger les témoins, au KLM, tout va bien. Et puis c'est pas le pire, parce qu'une fois qu'ils étaient tous d'accord sur ce premier délire, ils sont allés plus loin. La Anne, toujours, a demandé, attirer les témoins de notre côté par la ruse. Pourquoi pas ? Why not ? Et puis alors là, ils sont tous d'accord, à condition que ça soit mené comme opération sous couverture par les Pays-Bas et non pas par le JIT.
Alors non mais on plane là. Il y a juste le représentant belge qui dit que ça passerait pas trop légalement dans son pays et qu'il faudrait plutôt pousser la personne à voyager dans un autre pays pour aller l'arrêter là-bas. Là, on voit en gros l'approbation générale qui a permis au SBU d'aller kidnapper de ses marques chez lui en RPD l'année dernière. Voilà. Puis tout ça, ça a été approuvé par des procureurs occidentaux, je le rappelle. Des gens censés défendre le respect de la loi et qui passent leur temps à cracher sur le système judiciaire russe. Mais tout va bien. Ensuite, ils sont passés à l'analyse des données radars fournies par la Russie. Bon, où ils se rendent compte qu'il n'y a pas de manipulation. Le reste de l'analyse montre que les experts radars néerlandais sont aussi peu compétents ou sont aussi politisés ou mis sous pression des autorités que les experts photo et audio. Parce que Almazantey, qui a fabriqué le radar, qui a fourni les données, a dit si un missile Buk avait été tiré depuis le sud de Snezhnoye, il aurait dû apparaître. Et les mecs te disent non. Il aurait pas pu apparaître. T'en sais plus que le fabricant, c'est quand même extraordinaire. Et donc la question des avions de chasse est évacuée en mode on voit rien, donc il n'y a rien. Sauf qu'on voit pas non plus le Buk. Donc il y a un problème. Voilà. Le problème, surtout qui n'est pas pris en compte, c'est que cette station radar, elle n'est pas juste à côté du lieu du crash. Je rappelle qu'à cause de la courbure de la Terre, parce que oui, la Terre n'est pas plate, et du relief, tout avion se trouvant sous une certaine altitude ne sera pas visible pour ce radar civil. Or, au vu des nombreux témoins qui ont vu les avions de chasse ce jour-là, et de la taille de ces avions qui est beaucoup plus petite que celle du Boeing 777, je pense qu'il est évident que ces avions volaient à bien plus basse altitude que ce dernier, ce qui peut expliquer qu'ils n'apparaissent pas sur les données du radar civil. Ce que les radars militaires russes ont vu, c'est encore une autre histoire. Parce que je vois des gens qui me disent « Oui, mais regarde, les radars russes, ils ont rien vu. » On parle de radar civil. Un radar civil qui est à plusieurs centaines de kilomètres et qui, donc par la courbure de la Terre, ne voit rien en dessous de plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol. Voilà. Donc, faut à un moment remettre un peu les choses dans l'ordre, et ça serait bien que les gens qui commentent aussi commentent après avoir lu entièrement les articles, et pas juste à moitié. Là, on voit clairement, de toute façon, dans les minutes de ces réunions et dans la déclaration de la procureure, là, à l'issue de la deuxième journée du procès, on a une russophobie des magistrats évidente. Ça prouve que le procès et l'enquête ont été politisés à l'extrême, ce qui est une très mauvaise chose. Lors de son discours du 10 mars, la procureure néerlandaise s'est lancée dans des diatribes enflammées contre la Russie, les médias russes, Bonanza Media, en disant qu'ils font la désinformation, qu'ils mentent sans arrêt, que Moscou a changé de version comme de chemise, tout y passe, bref. En fait, c'est quoi ? C'est juste des remises en question de l'enquête officielle, qui sont émises non seulement par Moscou, mais aussi par pas mal d'experts et de journalistes indépendants, et qui sont justifiées. L'Ukraine est un des suspects potentiels, elle n'aurait jamais dû faire partie de l'équipe d'enquête, elle aurait dû participer en fournissant ces informations, comme tout suspect, mais c'est tout. Voilà, comme j'ai toujours dit, un policier dont la femme a été assassinée, il n'a pas le droit de participer à l'équipe d'enquête, c'est normal. C'est normal. Donc, il y a des gros problèmes avec les preuves du JIT. Tous les témoignages qui vont pas dans le sens de la théorie du Buk sont foutus de côté. Ils en tiennent pas compte, entre autres ceux des avions de chasse. Et puis les changements de version de la Russie, tous ceux qui ont déjà étudié des enquêtes sur des crashs d'avions savent que l'équipe d'enquête passe toujours par plusieurs scénarios favoris avant de trouver le bon. C'est l'inverse, c'est-à-dire désigner tout de suite le coupable et puis pas bouger d'un iota pendant toute l'enquête, qui est bizarre, qui est anormal, qui est rare. Hein. Là, je veux dire, on a un procès, c'est du délire, quoi. Là, on va avoir entre autres, par exemple, des témoins totalement anonymes pour leur propre sécurité, de peur que la Russie s'en prenne à eux. Non, mais un délire, là. Ces marques, c'est pas par la Russie qu'il a été enlevé, c'est par l'Ukraine. Je veux dire, là, faut arrêter, c'est du grand n'importe quoi. On a un des témoins qui doit témoigner avoir vu le missile Buk être tiré depuis le fameux champ au sud de Snezhnoye, le même champ non loin duquel habite Valentina Kovalenko, qui a confirmé l'an passé à Bonanza Media que rien n'avait été tiré depuis ce champ-là ce jour-là, c'est-à-dire la même chose que ce fameux témoin de Krupskoy. Voilà. Je rappelle qu'à cette époque, l'armée ukrainienne encerclait Saour-Mogila, et Saour-Mogila est à peine à 5 km du lieu supposé du tir du Buk. Alors, je vous explique, un système de missile Buk tout seul, sans armes lourdes pour le protéger, etc., planté là au milieu d'un champ qui tire, avec l'armée ennemie à 5 km, le machin finit pulvérisé. Voilà, parce qu'une fois qu'il a tiré, il s'est fait repérer, l'armée ukrainienne l'aurait dézingué. C'est aussi simple que ça.
Voilà, donc avec un témoin anonyme, vous pouvez lui faire raconter n'importe quoi. Le mec peut être un nationaliste qui est en réalité à Kiev, à Lvov ou je sais pas où. Parce que vous pouvez pas vérifier. Si vous savez pas qui c'est, vous pouvez pas vérifier que la personne était réellement sur place ce jour-là. Voilà, on veut utiliser ça comme preuve. C'est quand même magistral, hein. En plus, dans ce témoignage, cette personne certifie avoir vu le bouc avec des officiers russes qui parlaient avec un accent russe. Alors ça a fait rigoler tout le monde. C'est quoi l'accent russe ? C'est celui de Moscou, Vladivostok, Grozny, Oufa, Yekaterinbourg, Saint-Pétersbourg. C'est qui parle avec l'accent russe ? Poutine, Kadyrov, Shoigu, Pushkov, je sais pas, expliquez-moi. C'est comme de me dire de quelqu'un qui parle avec l'accent français ou belge, ça n'existe pas. Hein ? Vous avez un accent de Marseille, un accent de Toulouse, un accent de Paris, un accent de Lille, un accent de Bruxelles, un accent de Liège, un accent de Charleroi. Vous avez pas d'accent français, vous avez pas d'accent belge, ça n'existe pas. C'est du délire, et il n'y a pas d'accent russe non plus. Voilà. Et là, on se retrouve avec une affaire aussi grave que le crash du MH17, où on se retrouve avec des preuves manifestement bidons, des témoins anonymes, des expertises sérieuses et indépendantes qui sont mises de côté d'un revers de main avec des arguments encore plus bidons que les preuves qui sont utilisées. Là, ils sont prêts à laisser, semble-t-il, que 3 mois à la défense pour analyser les 36 000 pages du dossier. Bon, ils doivent délibérer encore là-dessus, mais voilà. Ils doivent aussi délibérer parce que pour l'instant, ils sont pas prêts à fournir la totalité des informations aux familles des victimes, qui sont quand même partie civile dans cette affaire. Je veux dire, c'est quoi ça ? C'est pas transparent. Le dossier n'a pas été traduit en russe alors que tous les accusés sont russophones. Je veux dire, le dossier, donc les 36 000 pages, ont été fournis à la dernière minute aux avocats. Ils l'ont pas eu à l'avance. Les enquêteurs, ils travaillent là-dessus depuis presque 6 ans et ils veulent laisser 3 mois aux avocats de la défense pour étudier les 36 000 pages du dossier. Vous vous rendez compte du truc ? C'est un déni de justice total. Des preuves faciles à falsifier, authentifiées sur base d'éléments, eux aussi faciles à falsifier, des expertises complètement opaques qui fournissent des conclusions complètement hors sol. C'est une parodie de justice, c'est un procès de la honte. C'est un procès de la honte. Hein. Les gens qui hurlent au procès stalinien en Russie, fermez-la. Parce que ça, c'est encore pire. Hein. Donc, sérieusement. Hein. En comparaison de ça, même les procès staliniens, c'était du haut standard de justice. Hein. C'est là, voilà. Et puis, on va parler un petit peu de la situation quand même en Ukraine, puisque le journaliste et ancien espion ukrainien Stanislav Asseyev, qui a été condamné en RPD pour ses activités d'espionnage, a déclaré qu'il est peu probable que le Donbass revienne sous le contrôle de l'Ukraine et que la guerre dans la région est perdue. Il a tenu ses propos lors d'une interview. Donc je rappelle, c'était un gars qui a été arrêté ici à l'été 2017. Ça avait fait un scandale parce que le fait que l'RPD avait arrêté un journaliste. Le petit problème, c'est que contrairement à l'Ukraine où les journalistes sont poursuivis pour des accusations bidons, les accusations d'espionnage contre Asseyev étaient étayées avec des preuves solides. Amnesty, Human Rights Watch et l'OSCE ont oublié que la profession de journaliste, c'est pas un totem d'immunité. Si tu enfreins réellement la loi, tu peux te faire arrêter, que tu sois journaliste ou autre, ou réalisateur comme Sentsov. Voilà, c'est pas parce que t'es journaliste que tu peux jouer les espions en toute impunité. Hein, c'est comme Sentsov, c'est pas parce que t'es réalisateur que tu peux poser des bombes en toute impunité. Puis surtout dans une zone de guerre comme le Donbass, les actes d'Asseyev ont entaché une fois de plus toute la profession journalistique, en montrant ce que je dis depuis malheureusement un petit moment, à savoir qu'il y en a certains qui utilisent le titre de journaliste comme couverture ou comme pseudo-totem d'immunité pour de l'espionnage. Puisqu'en fait, il espionnait pour l'Ukraine dans le Donbass sous couvert de journalisme, en transmettant via Internet des infos et des images des positions de la milice populaire de l'RPD au SBU, en sachant parfaitement que ça mettait la République en danger. Il a aussi utilisé son travail de journaliste pour recruter sur les réseaux sociaux des gens qui eux aussi ont collecté et transmis des informations militaires et d'autres types d'informations au SBU. Alors, au départ, il a été arrêté par le MGB parce qu'en fait, il travaillait comme journaliste en RPD sans accréditation. Ce qui est une violation des lois de la République. Je rappelle, nous sommes en zone de guerre. Tout journaliste qui travaille en RPD, en RPL, ou même côté ukrainien près du front, doit avoir une accréditation pour ça.
Hein, le but, c'est de justifier ta présence dans cette zone, parce que tu peux accéder à des informations sensibles, genre position, emplacement des positions militaires, de pièces d'équipement militaire, etc. Donc, ce système d'accréditation, c'est là pour éviter que des gens puissent espionner sous couvert d'activités journalistiques sans être réellement journalistes. Or, Asseyev écrivait pour plusieurs médias sous pseudonyme depuis la RPD, alors qu'il n'avait pas d'accréditation de journaliste. Donc, la MGB a cherché qui était ce gars, ils ont découvert que c'était Asseyev, donc ils l'ont arrêté. Et puis, bon, ils ont décidé quand même de fouiller ses affaires, ordinateur et téléphone, et puis alors là, ils ont découvert que de mars 2015 jusqu'à mai 2017, il avait pris des images des positions de la milice populaire de la RPD qu'il a transmises au SBU via Internet, plus tout le reste du recrutement. Donc face à ces preuves, il a été condamné à 15 ans de tôle. Voilà. Et puis là, en décembre 2019, il avait été échangé avec les autres, et donc il est retourné en Ukraine, et c'est au titre d'ancien prisonnier qu'il a donc donné cette interview, lors de laquelle il a déclaré que selon lui, l'Ukraine ne pourra pas récupérer le Donbass et que la guerre est perdue. Il a dit: la question doit être posée différemment, sommes-nous prêts à récupérer ce Donbass? Toute une génération d'enfants a grandi là-bas, qui ont été élevés selon des valeurs très différentes. Il a souligné que l'Ukraine n'a pas besoin des gens qui ont pris part au conflit, d'une manière ou d'une autre. Pour eux, ils doivent être envoyés en Russie, après quoi Kiev devrait prendre le contrôle de la frontière, ce qui lui permettrait de faire une bonne petite épuration ethnique, une fois que tu t'es débarrassé des défenseurs qui protègent les civils. C'est un bon vieux scénario croate. Et il a dit, en gros, tous ceux qui sont liés de près ou de loin à la milice populaire, donc pas seulement les soldats, mais aussi ceux qui ont fourni l'approvisionnement, la comptabilité, l'administration, tout ça, tout cela, en gros, il faudrait s'en débarrasser. Voilà, c'est quand même sympa. Mais bon, il a quand même tout de suite douché les espoirs de certains de ses compatriotes, qui rêvent de pouvoir mener une épuration ethnique dans le Donbass, en expliquant que ce scénario n'est qu'un fantasme, et que l'Ukraine a en réalité perdu et la guerre et la région du Donbass. Il a ensuite expliqué que il fallait juste empêcher que la perte de territoire ne s'étende. Je pense que c'est clair. Voilà, c'est dit par un des vôtres. Voilà. Moi, j'avais déclaré que l'Ukraine ne veut pas appliquer les accords de Minsk lors d'une interview que j'avais accordée à Newsfront, parce que ces accords sont le symbole de la défaite cuisante de l'armée ukrainienne dans le Donbass. C'est ce que cet ancien espion ukrainien vient de dire. Il a dit publiquement, l'Ukraine a perdu la guerre dans le Donbass et ne pourra pas récupérer les territoires perdus. Voilà, point. C'est clair? C'est simple? Voilà. Alors j'espère qu'il va être entendu par les va-t-en-guerre ukrainiens, parce que, ça commence un peu à bien faire, là, les bombardements continuent, tout en disant, faut appliquer les accords de Minsk. Voilà. Et puis alors, pendant ce temps-là, à Kiev, l'Ukraine essaye de faire flipper tout le monde, ici, en faisant croire qu'on a plein de cas de coronavirus, entre autres à Gorlovka et Yenakievo. Sauf que c'est pas vrai, on a une personne suspectée de l'avoir, elle est en quarantaine à l'hôpital, pour l'instant aucun symptôme, tout va bien. Mais là où ça devient comique, c'est que, en plus de montrer qu'ils savent pas de quoi ils parlent, les médias ukrainiens ont fait la démonstration qu'en plus ils connaissent même pas la géographie du Donbass. Je vais vous montrer un petit screenshot. C'est le média Strana qui avait initialement écrit que nous avions 4 cas de coronavirus à Yenakievo, dans la région de Lugansk. Les gars, Yenakievo, c'est en République populaire de Donetsk, c'est pas en République populaire de Lugansk. Bon, ils ont corrigé depuis. Mais on a encore le screenshot qui montre la bourde. Les gars, si vous voulez être crédibles quand vous parlez de la situation ici, ce serait bien que vous révisiez la géographie locale pour commencer. Non, mais bientôt ils vont nous foutre Donetsk en République populaire de Lugansk, si on continue. Non, mais c'est quand même énorme. Même pas foutu de savoir où est Yenakievo. C'est quand même pas une petite ville, faut peut-être pas exagérer quand même. Donc voilà la situation. Là pour l'instant le procès de l'IMH17 est repoussé jusqu'au 23 où ils vont décider donc finalement s'ils laissent un peu plus de temps à la défense pour étudier l'énorme dossier et s'ils vont donner un peu plus d'infos aux familles des victimes que ce qu'ils ont prévu initialement. Mais bon, pour moi c'est une honte totale, c'est vraiment une honte totale. Un seul des suspects est représenté par des avocats néerlandais sur place. Ils lui ont refusé le droit de témoigner par visioconférence. Ça aussi je trouve que c'est quand même une honte. Bref, il y a plein de choses qui vont pas du tout là-dedans. C'est vraiment une honte. J'espère quand même que la situation militaire va finir par se calmer et que cette initiative diplomatique avec le Conseil consultatif va porter ses fruits et qu'on va enfin avoir quelque chose qui tienne la route. Sinon, je pense qu'on va se prendre une grosse escalade là si ça continue comme ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite un bon week-end.